Bonjour, donc je vais vous parler de l'impact du numérique sur la relation de soins. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un emballement médiatique autour de l'intelligence artificielle et de ses applications médicales. Et les écueils que l'on peut retrouver autour de cet emballement, c'est d'une part celui de devoir absolument rester à la page, c'est-à-dire d'être absolument dans le game, qui est un anglicisme, qui va signifier littéralement le jeu, et qui caractérise la vie dans toute sa hype. Il faut être à la pointe, être là où ça se passe, être performant. Pour l'Institut Gartner, il y a 5 étapes clés avant de mettre à la disposition de tous une technologie révolutionnaire. Il décrit le cycle de la hype avec l'enthousiasme des débuts et les attentes démesurées, la désillusion, le retour en grâce et le succès. Aujourd'hui, pour l'intelligence artificielle, c'est-à-dire des machines qui permettent de penser comme un être humain, on est actuellement encore au stade de l'enthousiasme. Le deuxième écueil, c'est qu'en effet, c'était mieux avant. Donc on peut se passer de ce qui peut être une modernité. L'homme augmenté est une vieille histoire. Dès la préhistoire, l'homme ne cesse de s'augmenter. Les vêtements, les outils, la pierre, le bronze, prolonger la main. Après, il y a eu la mécanique et la première augmentation cognitive qui peut être l'écriture. Et il y a ce fameux dialogue entre Platon, mais qui met en scène l'inquiétude de Socrate devant le développement de l'écrit. L'écrit serait une atteinte aux acquis de la culture. L'écrit allait-il rendre les gens idiots parce qu'ils cesseraient d'exercer leur mémoire? Le savoir qui ne serait plus transmis par la parole ne serait-il plus qu'un semblant de savoir? Socrate déplore le défigurement de la connaissance et de la culture. La commodité de pouvoir trouver dans un instant tout ce qu'on a besoin de savoir fait qu'on se dispense de l'apprendre. C'est un écrit de 1785, c'est-à-dire 3 siècles après Gutenberg, à propos des livres. En 2020, il y a toujours des librairies, mais nous touchons aux limites du support papier pour augmenter notre mémoire. L'homme a toujours cherché à reproduire ses capacités, les machines à calculer, les automates. La révolution numérique. Le deep learning, l'intelligence artificielle est partout. La machine learning ou l'apprentissage par la machine, les véhicules autonomes, l'informatique cognitive, les drones commerciaux, les interfaces de conversation ou encore les robots intelligents font partie des technologies qui suscitent des attentes les plus fortes de la part du public, des experts aussi et bien évidemment des groupes industriels. Il y a un florilège médiatique grand public qui annonce la disparition des radiologues, des dermatologues, des ophtalmologistes qui seront remplacés par des docteurs in silico. Il y a une accélération des mutations, une dimension exponentielle du progrès au rythme de la puissance des ordinateurs qui double tous les 18 mois. Donc on l'a multiplié par 1 million en l'espace de 30 ans. Kurzweil dit que la singularité technologique est une mutation globale sans précédent et irréversible. C'est une amélioration indéfinie des performances des ordinateurs sans intervention humaine. Donc on est d'une progression des humains de la biologie vers la non-biologie. Ce sont les humains améliorés et donc immortels. Scanner le contenu du cerveau humain pour capturer l'intégralité de la personnalité d'un individu, sa mémoire, ses talents et son histoire. Voilà, l'esprit humain est partie intégrante de l'ordinateur et va fonctionner sur un mode numérique. Les incidences politiques et sociales de cette révolution numérique, c'est que les robots vont tuer l'emploi. Aux dernières présidentielles, un candidat parlait du revenu universel, nécessaire pour renforcer un secteur tiers non marchand. Et la technologie va faire disparaître le travail humain et nécessite d'investir dans l'économie sociale pour garder un équilibre entre la transformation et le remplacement. Alors, mythe ou réalité d'une médecine sans médecin, ou nouvelle forme du dialogue entre corps médical et technocratie sanitaire. Quelle évaluation des risques, conflits d'intérêts, pouvoir, économie, technocratie sanitaire, GAFAM, égalité, liberté. Je pense que ces questions accompagnent le problème du numérique. La médecine est sans aucun doute un des secteurs de pointe de l'intelligence artificielle. Les pratiques médicales, elle infiltre les pratiques médicales depuis une 50aine d'années. Une évidence, c'est que les actes techniques sont améliorés et supplantés dans leur réalisation par l'intelligence artificielle. Une évidence aussi si l'on parle d'une médecine de la maladie et non d'une médecine du malade.
Donc, au-delà des applications de l'intelligence artificielle, au-delà de la seule technicité médicale, un champ que je connais un petit peu, qui est la psychiatrie. C'est-à-dire qu'en psychiatrie, des agents conversationnels ont été très précocement utilisés pour évaluer et différencier la différence qu'il peut y avoir entre un entretien mené par l'homme et un entretien mené par la machine. Ils sont utilisés aujourd'hui dans la formation médicale et aussi dans une aide aux praticiens. 1966, c'est le premier psychiatre artificiel, c'est ELISA. 1972, Paris, qui est le premier patient artificiel qui est engagé dans un dialogue avec ELISA. Et en 2000, Alice, qui est l'évolution avec des capacités beaucoup plus importantes d'ELISA. Les systèmes experts, les années 80-90, ce sont des bases de connaissances avec un moteur d'inférence sur la psychose, sur la dépression, des choses existent. Et il y a également en psychiatrie aujourd'hui des assistants virtuels qui vont permettre des e-supervisions, des e-trainings et aussi une e-thérapie dans une disponibilité H24. On n'a plus besoin de praticiens, on peut limiter le recours aux urgences, comme les compagnons des maintenances informatiques, des maintenances d'ordinateur, ou autres que le patient pourra utiliser en amont, par exemple, de l'intervention médicale. Alors tout ça nous amène quand même à nous poser la question, c'est quoi l'exercice de la médecine ? Hippocrate et Galien, ce n'est pas d'aujourd'hui, donc c'était le débat entre soigner le malade ou la maladie. On peut aujourd'hui avoir un exercice médical qui est limité à un acte où il n'est même pas nécessaire de connaître son malade dans sa situation sociale, familiale, professionnelle, etc. Le virtuel a aussi des prétentions vers l'empathie. Donc il y a des films célèbres, en particulier le film Air de Spike Jonze, qui est assez remarquable pour cela. Alors, doit-on laisser le sujet malade ? C'est prendre au jeu de confondre la machine médecin avec l'être humain médecin, car ces chatbots perfectionnés et sans aucun doute en capacité de se perfectionner encore, forment une brèche dans les pratiques médicales. Le sujet ressent cette empathie sans y percevoir la moindre virtualité et se trouve peut-être même libéré par l'absence d'un regard humain qui viendrait le juger. En l'absence de praticien, ces outils numériques peuvent être une aide considérable pour le praticien et lui offrir non pas un remplaçant, mais un véritable assistant. Rien que sur l'analyse du discours, non seulement il adapte ses questions, mais surtout il peut offrir une aide en temps réel et détecter les signaux faibles ou forts qui permettront au praticien non seulement d'avoir un tableau de bord de l'état de son patient et de son évolution dans le temps, mais aussi d'être alerté s'il survient un problème majeur. Dans ce cas, l'adaptation devient la seule modalité de l'interaction, même évolutive et apprenante. En arrière-plan, le fantasme du remplacement de l'homme médecin est là. Mais quelle est la place de l'engagement personnel du médecin dans le soin, alors qu'il est reconnu comme un vecteur thérapeutique essentiel ? Dans le domaine médical, les capacités de traitement du stock d'informations accumulées dépassent les possibilités de l'homme, même augmentées. Ce que l'on appelle aujourd'hui médecine personnalisée, avec des applications en oncologie, en ophtalmologie, est une orientation autour des données, croisant les différentes caractéristiques hétérogènes du patient, les data-driven medicine, imagerie, biologique, omique, tests neuropsychologiques, entretien, etc. Le gain est une capacité inégalée de vitesse et de précision des diagnostics comme des traitements. Donc, quelle place pour la relation dans une telle pratique médicale ? Exemple de ce qu'on a pu tenter de mettre en place autour du Montpellier Institut du Sein ou d'une expérience toulousaine en oncologie autour de la question des soins de support à mobiliser autour des patientes qui avaient un cancer du sein. La confrontation avec l'intelligence artificielle. Reconnaître qu'elle nous rend la vie plus facile, plus agréable, avec des nouvelles technologies qui facilitent nos tâches cognitives. L'intelligence artificielle restera-t-elle un simple outil pour la pratique du médecin ? Faut-il construire des machines qui soient anthropomorphes ? Quel effet aura l'intelligence artificielle sur l'être humain ? On a vu les incidences du GPS sur la mémoire des chauffeurs de taxi. On a vu aussi les questions qui peuvent se poser entre le délire et la réalité et le virtuel chez le patient psychotique. On sait qu'une partie non négligeable, 15% environ de la population, est incapable de manipuler les nouvelles technologies.
Et on sait qu'il y a la médiatisation, les conflits d'intérêts, l'intelligence artificielle. Donc c'est un sujet très porteur de conflits. Les smartphones sont des relais d'information sur nos données personnelles. L'actualité est brûlante à ce sujet. La géolocalisation, mais aussi des activités personnelles, voire des constantes physiques. L'intérêt des assurances pour ces données, des mutuelles et de même des banques pour toutes ces datas personnelles. Et puis enfin, une autre dernière question, quelle relation allons-nous avoir avec notre double virtuel? Guy Valencien, qui est un chirurgien bien connu, à propos des robots en chirurgie, a décrit l'habileté supplémentaire du robot, l'amélioration des résultats, la réduction des risques, mais une forme de dépossession de son savoir-faire chirurgical. Il espère devenir bioconseiller grâce au gain de temps qui va lui permettre de plus s'intéresser à la relation qu'il aura avec celui ou celle qu'il va opérer. Alors, quelle est la médecine que nous souhaitons? C'est une question qui est essentielle à poser à chacun. Les mythes ont fondé la philosophie, qui a fondé la science. La technoscience médicale ne doit pas faire oublier la médecine hippocratique. Asclépios, qui est l'esculape des Romains, est le saint patron païen des médecins. C'est un demi-dieu qui a pour père Apollon et pour mère une simple femme qui est Coronis. Le mythe rapporte qu'Asclépios, une fois instruit, était devenu si habile dans l'art de guérir, tant en chirurgie que dans l'art d'administrer les médicaments, qu'il a été considéré comme le père fondateur de la médecine des hommes. Il a été foudroyé par Zeus, car il a utilisé son talent pour ressusciter les morts, et plus seulement pour soigner les vivants. Donc la médecine est autant affaire de connaissances et de techniques que d'hommes se penchant sur d'autres hommes. La question de la place de l'imaginaire humain dans nos désirs, nos discours et nos actes est inévitable. Les mythes sont-ils révolus, renvoyés aux oubliettes par l'avènement d'une médecine purement scientifique? Mais la médecine dite scientifique peut être entièrement assimilée à la science? Si la médecine se réduit à une science, il ne restera plus à régler que la question du médecin et accessoirement celle du patient, deux gêneurs en puissance. À l'instar de Nietzsche, qui ne demandait pas ce que sait ou ne sait pas la science, mais ce que veut la science, nous posons la question de savoir ce que nous voulons comme médecine. La médecine peut-elle éviter la confrontation à la réalité humaine? Marembert précise les enjeux éthiques entre médecine et technosciences. Il lie risques et progrès sur des questions morales et politiques, voire métaphysiques avec leurs enjeux publics et privés. La bioéthique pose la question de la maîtrise technique de l'organique, aussi espérée que redoutée, et de la neutralité de la technique. Plusieurs principes doivent être pris en compte, ceux de la responsabilité, avec Jonas, de l'éthique de la discussion, Habermas, et de l'éthique de la conviction, avec Ricoeur. L'approche psychosomatique va introduire la question de la pertinence, de la division entre le corps et l'âme et entre le psychique et le somatique. La réalité clinique va contre cette division malgré le progrès de l'efficacité thérapeutique. L'exercice de la médecine prend un grand risque à se limiter à l'efficacité d'actes ciblés et à une approche de la personne réduite à sa seule dimension corporelle, neurobiologique ou cognitive. Nombre de pathologies ne peuvent être abordées, expliquées ou comprises par la seule causalité linéaire. La psychosomatique relationnelle a quelques apports dont je vous propose de discuter. Elle va montrer les limites des modèles mécanicistes de la pathologie humaine, comme les échecs d'une psychogénèse pour expliquer les pathologies organiques sur le modèle des somatisations sans lésions organiques. Elle propose de ne plus considérer les pathologies, qu'elles soient somatiques ou psychiques, comme des objets extérieurs, comme des entités coupées du sujet, de sa vie. Il s'agit de penser les liens qui pourraient exister entre un état affectif, psychologique, une situation de vie, en les intégrant dans l'histoire du sujet. L'allergie, les maladies auto-immunes, voire des cancers, des maladies inflammatoires du tube digestif, d'autres affections, conduisent à noter des relations entre des situations de vie, des traits de personnalité, de caractère et l'apparition de certaines poussées de maladies.
La chronicisation, les récidives et les rechutes interrogent aussi comme des échappements au traitement. Avant l'apparition des psychotropes et des neuroleptiques, surtout des nouveaux antipsychotiques, les pathologies délirantes semblaient protéger le patient psychotique d'affections organiques. Aujourd'hui, les malades mentaux rencontrent de graves problèmes somatiques et ont une expérience de vie largement réduite par rapport à la population générale. Sami Ali introduit la question de la pensée de l'unité, c'est-à-dire qu'à partir de la dialectique du corps et de l'esprit, qui sont deux concepts, il expose une pensée de l'unité qui précède cette division et qui fonde une psychosomatique relationnelle. Toute pathologie a une dimension relationnelle, au même titre que les notions d'objectivité et de subjectivité qui sont en permanence intriquées. L'absence de la subjectivité ou l'absence de l'objectivité pouvant correspondre à une forme de refoulement. Les rythmes précèdent les algorithmes. Ils sont à la fois biologiques et relationnels. L'exemple du rêve montre qu'il est à la fois un phénomène de rythme, avant la naissance également, et un phénomène de mémoire. Des chercheurs disent avoir pu reconstruire à partir de l'activité cérébrale à l'endormissement les représentations visuelles du rêveur. Mais il est toujours impossible de dire « je rêve », qui reste toujours une image. D'autre part, le rythme, c'est aussi cette dimension très particulière de la relation de sa mère à son nourrisson qui synchronise ces rythmes. Dans un contexte de carence relationnelle, des pathologies se développent. Le rêve est propre à l'homme. Il ne peut aujourd'hui se partager avec la machine, aussi intelligente soit-elle. Le rêve permet aussi de déterminer le fonctionnement psychique en fonction de sa présence ou de son absence. Des situations particulièrement difficiles dans un contexte d'absence de souvenirs de toute trace onirique sont fréquemment retrouvées lors de la survenue de nombreuses pathologies. Le rêve comme l'affect différencient l'homme de la machine et sont des aspects essentiels à prendre en compte lors des prises en charge thérapeutiques. Dans le contexte de cette pensée de l'unité, la relation qui est définie par l'espace, le temps, le rêve, l'affect et la langue maternelle, selon Sami Ali, est une dimension essentielle de l'exercice médical. L'intelligence artificielle, arrivant en soutien d'une pratique médicale technique, devrait ainsi permettre aux médecins de s'engager dans la médecine du XXIe siècle, c'est-à-dire dans une médecine relationnelle. Je vous remercie.